Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. En manchette ce soir, arrestation de Philippe Steele-Morin à Buckingham. Jean-François Primeau est plus que confiant pour les élections à venir et c'est reparti pour la 3e édition du demi-marathon de la Fondation Santé Papineau. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition d'Infomac du mardi 11 mars 2014. On débute le bulletin avec une très grosse nouvelle. Vous allez pouvoir, via les réseaux sociaux, les images de l'arrestation de Philippe Steele-Morin, qui est présumé meurtrier de Trichy-à-Boisvert. Pour faire un bref historique, la jeune femme avait disparu de Montréal au mois de janvier dernier. La victime aurait été assassinée dans son appartement à Montréal. Son corps a été retrouvé dans un boisé tout près de Couillon. Un mandat pan-canadien avait été émis contre Steele-Morin à la fin du mois de février. Le suspect a été arrêté lundi après une cavale de 2 mois. L'arrestation s'est déroulée sur la rue McLaren-S, tout près d'une école primaire et de l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Les étudiants ont d'ailleurs été confinés dans leur classe le temps de l'opération. Au dire de plusieurs personnes, Steele-Morin et Trichy-à-Boisvert étaient amis depuis de nombreuses années. Originaire de Macham, il a été le dernier à avoir vu la jeune femme en vie. Le suspect a été transféré ce matin vers le palais de justice de Montréal, où il devrait être accusé de meurtre. 3 corps policiers ont été impliqués dans l'affaire sur le service de police de Gatineau, la police d'Ottawa, ainsi que le service de police de Montréal. On peut d'ailleurs écouter l'agent Danny Richer du service de police de Montréal nous expliquer la situation et la collaboration entre les corps policiers. Aux environs de 14h30, c'est la police d'Ottawa qui a intercepté le suspect dans le 2e homicide à survenir au territoire du SPVM. Le suspect est à bord d'un véhicule sur la route 309 dans le secteur Gatineau. Il s'agit de Philippe Steele-Morin. Il est présentement accusé d'un meurtre, ou en fait, il va être accusé d'un meurtre au 2e degré. Il est présentement en route pour Montréal afin de fixer sa comparution. Depuis le début, ce dossier-là, si on se rappelle, ça a commencé le 17 janvier vers 19h au soir. Donc, on est passé d'un événement d'une disparition, enlèvement à un meurtre. Et dans ce dossier-là, il y a plusieurs services de police qui sont entrés en collaboration avec nous, notamment la Sûreté du Québec, Gatineau, Ottawa et la MRC des Collines. Élection provinciale maintenant, les chefs de parti sillonnent les régions afin de faire annonces, promesses et rencontrer les électeurs. Le candidat pour le Parti québécois dans Papineau, M. Jean-François Primeau, a procédé à l'ouverture officielle de son bureau de campagne lundi dernier. Le candidat entrevoit avec enthousiasme cette campagne électorale et est très confiant pour la suite des choses. Il faut rappeler que M. Primeau avait perdu la manche en 2012 contre M. Alexandre Riraca du Parti libéral du Québec par une mince écart de 167 voix. Le candidat pétiste entend bien faire sortir le vote pour les élections prochaines en rencontrant le plus de citoyens possible. La santé trône en tête de liste pour ses priorités. On peut d'ailleurs l'écouter sur ces 2 sujets. Super occupé, du travail de terrain, mais c'est un retour. C'est comme si c'était hier, tellement ça fait pas longtemps la dernière campagne. Donc, on reprend vite les habitudes de campagne, c'est-à-dire de sortir le matin, puis d'avoir le réflexe de rencontrer les gens tous les jours. Et puis, ça va bien. Il y a plusieurs priorités, mais il y a la santé. La santé, on en parle beaucoup. C'est qu'il faut de s'assurer que le gouvernement investisse les sommes égales des autres régions dans la région de l'Outaouais et dans Papineau. Donc, c'est de voir à ce moment-là, il y a plusieurs dossiers. En éducation, la même chose. Donc, il faut continuer. Le gouvernement a déjà commencé avec l'agrandissement du cégep, entre autres, mais c'est de continuer dans ce sens-là pour avoir notre part dans l'Outaouais. C'est justement cette mince avance qui a incité M. Primeau à recroiser le fer pour cette élection. Selon lui, les gens croient à la possibilité qu'un péquiste prenne la tête. M. Primeau a un nouveau collègue dans les rangs, soit le milliardaire Pierre-Carl Péladeau. Plusieurs personnes ne sont pas très chaudes à l'idée de voir un magnat de l'information accéder à un tel poste. Je vous rappelle que l'entreprise québécoise appartient à M. Péladeau. M. Primeau voit d'un tout autre œil l'arrivée de ce collègue. Pour lui, c'est un candidat d'expérience qui saura apporter un gros plus dans l'équipe péquiste. On peut écouter M. Primeau sur les raisons qui l'ont incité à revenir en politique provinciale. Le résultat qui était tellement serré que, je veux dire, on ne peut pas penser que
que la deuxième fois va être la bonne. Fait qu'à ce moment-là, on se dit, d'autant plus qu'après, avec le bilan que le gouvernement a à offrir, à présenter, après 18 mois, ben, je veux dire, c'est encourageant, puis ça va être un plus dans ma campagne. Je vais continuer à me faire connaître parce que les gens me connaissaient moins, donc c'est d'aller rencontrer les gens. Puis quand je rencontre les gens disent, ah, c'est le fun, vous êtes accessible, puis tout ça. Moi, je suis quelqu'un d'accessible, donc de pouvoir représenter les électeurs et de prendre les dossiers avec moi puis de les amener à Québec pour aller travailler pour la population. Restons dans le domaine électoral, mais tournons-nous vers une cause plus spécifique. Souvent, très souvent, les gens sont tannés, voire fatigués des campagnes électorales, car ce sont toujours les mêmes sujets qui refont surface. La Société canadienne du cancer a pensé s'immiscer dans cette campagne et d'aborder les candidats sur le sujet. La Division du Québec a fait parvenir un questionnaire à tous les partis politiques confondus afin de connaître leur intention, leur engagement politique sur la lutte contre le cancer. Un micro-site électoral a d'ailleurs été lancé. Vous pouvez retrouver cette plateforme au www.passeralaction.cancer.ca/Québec pour interpeller les candidats sur le sujet. Pendant la campagne électorale, 4670 Québécois recevront un diagnostic de cancer et 1925 personnes mourront de la maladie. Les partis politiques doivent faire de la lutte contre le cancer un enjeu prioritaire pour sauver plus de vies, a affirmé Mme Sylvie Poisson, qui est directrice générale par intérim pour la Division du Québec. Nous avons reçu plus tôt cette saison Mme Chanie Warren-Gagnon, qui est agente de service à la communauté pour la Société canadienne du cancer. Elle nous apprenait que les jeunes, dès l'âge de 12 ans, commencent à fumer. La loi sur le tabac n'a pas été revue depuis près d'une décennie. Pour la Société canadienne du cancer, il est plus qu'urgent que cette loi soit revue. Le 3e demi-marathon de la Fondation Santé de Papineau aura lieu le 15 juin prochain sous la présidence d'honneur du conseiller municipal du secteur de Boitignam, M. Martin Lajeunesse. Encore cette année, des distances diverses sont offertes selon votre calibre, soit 1, 5, 10 et 21,1 km. Vous pouvez également faire le tour à la marche, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent s'inscrire via le site eventsonline.ca ou encore sur le site de la Fondation. On peut écouter Mme Lucie Lalonde, qui est présidente du comité organisateur du demi-marathon. Tout d'abord, pour vous inviter à la 3e édition, le 15 juin prochain, en matinée, au CHSLD du Centre de santé et de services sociaux de Papineau, donc sur la rue Gérard-Gauthier, le même endroit que les 2 dernières années. Encore cette année, les distances offertes, 1 km, 5 km, 10 km et 21 km, à la marche, à la course. Ce qui est important, pourquoi on s'inscrit, pourquoi on participe? 1, pour encourager les gens de notre région, pour aussi aider la Fondation à amasser des sous et aussi pour prendre soin de nous. Parce que une façon de régler les déficits au niveau de la santé, c'est la prévention. La prévention, si on prend soin de nous, on peut régler ce problème-là. En plus d'un président d'honneur à la personne de M. Martin Lajeunesse, la Fondation a recruté un porte-parole de marque avec M. Pierre Vachon, mieux connu sous le nom de Pivi pour ceux qui écoutent la station Énergie 104.1 le matin lors de l'émission Le Snooze. Ce dernier affirme n'avoir eu aucune hésitation lorsqu'on lui a demandé d'endosser le titre de porte-parole. Le président d'honneur, quant à lui, a lancé l'invitation aux entreprises de former une équipe et de s'inscrire à l'activité afin d'amasser des fonds. L'an dernier, c'est près de 412 coureurs qui avaient pris le départ. L'objectif de cette année est fixé à 500 coureurs marcheurs. Il faut rappeler que l'objectif de la campagne 2014 pour la Fondation est la revitalisation de l'unité des soins intensifs du Centre de santé et services sociaux de Papineau. On peut écouter M. Lajeunesse. L'objectif pour 2014, pour le demi-marathon, c'est un objectif de 500 coureurs. Grâce aux fonds ramassés pour cette activité, ça permet à la Fondation Santé Papineau d'améliorer les soins et services à la population pour le C3S de Papineau. Cette année, les fonds ramassés vont servir comme objectif à revitaliser l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Papineau située à Boquignam. Alors bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, je rencontre Marjorie Fréchette qui s'occupe d'un projet qui s'appelle les trousses de stimulation et sacs d'école. Bonjour Marjorie. Salut Émilie. Alors dites-moi en quoi consiste le projet exactement?
En fait, le projet, c'est qu'on a composé 40 trousses de stimulation pour les enfants âgés de entre 0 et 3 ans. Puis on a aussi fait 200 sacs d'école pour les enfants de 4 ans qui vont entrer à la maternelle dès septembre 2014. Puis quand on parle des trousses de stimulation, qu'est-ce qu'on peut retrouver un peu dans ces trousses-là? Puis quel est l'objectif de faire des trousses de stimulation? OK. Le concept, en fait, c'est un sac pour jouer. Donc, à travers les familles du CLSC, on va circuler 40 trousses. Puis, dans le fond, c'est ça, il va y avoir des jouets, premièrement. Donc, pour amener l'enfant à découvrir la lecture, l'écriture vraiment en jouant. C'est vraiment l'aspect premier parce qu'on considère aussi le développement de l'enfant qui sont assez jeunes. Donc, c'est pas nécessairement à leur stade de développement, là, la lecture, mais c'est vraiment pour les amener à familiariser avec les chiffres, les lettres, des livres d'histoire, des jouets au niveau de la motricité fine ou globale. On veut vraiment amener l'enfant à s'amuser, mais en apprenant aussi. Puis, si j'ai bien compris le concept aussi, vous avez différentes thématiques pour ces trousses-là. Oui, le comité a mis sur place 20 thèmes, donc puis on a décidé aussi de doubler ces thèmes-là, donc il va y avoir 40 trousses, puis 20 thèmes différents, donc qui va circuler à travers la petite nation et Buckingham. Puis des thèmes, pouvez-vous nous en donner des exemples? Les animaux, j'imagine? Oui, c'est ça. Il y a eu les animaux, l'espace, l'environnement, les animaux de la jungle, donc des thèmes qui sont amusants, mais aussi éducatifs. Puis, pouvez-vous nous dire en terminant, c'est grâce à qui ce projet-là qui l'est rendu possible? C'est vraiment avec Regroupement Cœur des Vallées en action, donc tous les partenaires qui font partie du regroupement, qui se sont affiliés là, tous ensemble. On s'est rencontrés une fois par mois, donc les C3S, la commission scolaire au Cœur des Vallées, Centre Alpha Papineau, le Centre Actuel, la Maison de la Famille, les organismes communautaires, mais aussi, en fait, là, les établissements qui se sont unis à nous pour le projet. Donc, c'est un gros projet de concertation. Oui, certainement. On a eu beaucoup à discuter ensemble, prendre des décisions d'équipe, puis tout le monde a mis la main à la pâte. Ça a vraiment été un beau projet. Moi, j'ai eu la chance d'être engagée comme personne ressource qui va avoir le privilège de circuler dans les familles, mais c'est vraiment, il y a toute une équipe en arrière de ça qui a travaillé ensemble. Je vous remercie beaucoup, Marjorie, puis félicitations pour votre beau travail, puis on vous souhaite bon succès dans ce projet-là qui est encore à la phase pré-démarrage. Oui, exactement. La planification achève, puis on devrait se mettre à l'action bientôt. Je vous remercie beaucoup. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Marjorie Fréchette pour la chronique communautaire. L'intimidation peut être malheureusement omniprésente dans la vie de tous les jours. J'ai rencontré la semaine dernière Mme André East du service de police de Gatineau à ce sujet. Je vous invite à réécouter l'entrevue sur un sujet qui touche de plus en plus nos jeunes avec l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, des cellulaires. On peut réécouter l'entrevue. Avec Mme André Higgs, qui est policière au service de police de la ville de Gatineau. Bonsoir. Bonsoir. Et là, policière, mais vous avez un titre particulier, c'est lequel? Oui, donc moi, je travaille au niveau de la section résolution et action préventive de quartier. On est 13 agents dans cette section-là, puis on s'occupe de faire la résolution de problèmes, autant dans les différents secteurs de la ville que dans les écoles, tant primaires que secondaires. Moi, pour ma part, je fais partie de l'équipe des 4 agents qui travaillent dans les écoles secondaires uniquement au niveau de la ville de Gatineau. On est ici pour parler d'intimidation, mais premièrement, il faut que je pose la question, qu'est-ce que l'intimidation? Bien, l'intimidation, en fait, c'est difficile à définir. Hein? Même nos élèves, quand on leur en parle, ils ne trouvent pas nécessairement les bons mots pour le dire. Même pour nous, c'est un phénomène qui est quand même nouveau. C'est une infraction qui est nouvelle pour nous dans le niveau scolaire qu'on va traiter. Puis quand on en parle au niveau de l'école, l'intimidation, c'est pas nécessairement de l'intimidation au sens du code criminel. Parce que oui, il y a une infraction intimidation au code criminel, mais nous, on va plutôt parler de harcèlement. Donc, ça va être, par exemple, de suivre une personne de façon continue, de la surveiller, d'entrer en contact avec elle de façon répétée, de façon à faire en sorte qu'elle se sente mal à l'aise, qu'elle ne se sente pas en sécurité. Donc, ça, c'est vraiment de l'intimidation, mais nous, on va plutôt accuser de harcèlement. Puis, dans l'intimidation, on va retrouver d'autres sortes d'infractions. On peut parler de menaces, soit de frapper, tuer une personne, blesser une personne, briser des choses. Ça peut être aussi des voies de fait. Quand on parle de voies de fait, on va parler de pousser, cracher sur une personne, frapper. Donc, tout ça, ça entre dans le contexte de l'intimidation. Donc, si je comprends bien, exemple, papa, maman, leur garçon à l'école secondaire, il se fait traiter de pas beau, de gros, ou de plein de noms comme ça.
Les parents risquent de vous appeler en disant « Hey, mon gars est victime d'intimidation », c'est pas le cas, il y a une nuance ici. Là. Il y a vraiment une nuance. Puis des fois, c'est pas évident pour un parent de se faire dire que c'est plutôt un conflit que de l'intimidation, parce que c'est difficile à vivre pour l'élève. Chaque fois qu'il va à l'école, bien là, il est victime des moqueries des autres, il va se faire traiter de nom. Par contre, il faut vraiment un contexte particulier pour pouvoir dire que c'est criminel. Ce n'est pas tous les types d'intimidation en milieu scolaire qui vont être criminels. Mais nous, on vient travailler en partenariat avec les TS, avec les TES, on est techniciens en éducation spécialisée de l'école, pour déterminer à quel genre de situation on fait face en ce moment, comment on peut aider l'élève. Est-ce qu'on va aller d'un point de vue criminel parce que c'est criminel? Est-ce que cet élève-là veut s'impliquer dans un processus comme ça? Ou est-ce qu'on va vraiment plus travailler au niveau de l'école, avec les ressources de l'école, pour tenter de régler le problème à l'interne? C'est vraiment un travail de longue haleine. Là. On ne peut pas régler un cas, que ce soit d'intimidation ou carrément d'infraction criminelle, ça ne se règle pas en une journée. Non, c'est beaucoup de travail. C'est de l'implication aussi de la part de la victime. Parce qu'il faut comprendre que du moment qu'une victime va décider de porter plainte au niveau de l'intimidation auprès de nous, service de police, bien, elle s'engage dans un processus judiciaire. Puis il faut qu'elle comprenne qu'au bout de ce processus-là, c'est possible qu'elle se retrouve à la cour à aller expliquer son histoire devant un juge. Et oui, l'accusé va être présent. Ça, c'est des choses que certaines victimes, parce qu'elles ont très peur, parce que ce qu'elles vivent est vraiment difficile, mais pour elles, ce n'est pas envisageable de le faire. Puis nous, on n'est pas là non plus pour forcer personne à venir devant la cour. On sait à quel point c'est un processus qui est stressant. Le but, c'est d'aider la personne puis de faire en sorte que ça règle le problème, peu importe la voie qu'on va utiliser pour le faire. Une des voies utilisées, c'est la prévention. Corrigez-moi, je me trompe. Il y a des présentations qui sont faites au secondaire 1. Oui, exactement. Donc, en chaque début d'année, on fait une tournée dans les écoles. Tous les groupes de secondaire 1, adaptation scolaire, sont rencontrés par le policier éducateur de l'école, qui est attitré. Donc, on va aller parler avec eux de l'intimidation dans toutes ses facettes. Intimidation directe, indirecte, cyber-intimidation. Quelles sont les conséquences pour les victimes, pour les agresseurs, pour les témoins aussi, parce que ce n'est pas évident pour les témoins. On explique c'est quoi les conséquences si on fait de l'intimidation, qu'est-ce que ça peut amener. Donc, ça amène pour nous la possibilité aux jeunes de leur exposer ce phénomène-là. Ça leur permet aussi à eux de nous poser des questions puis de s'instruire sur ce phénomène-là. Justement, vous dites que les jeunes vous posent des questions. Est-ce que les jeunes sont alertes vis-à-vis de l'intimidation? Il y a maximum 5 ans, 10 ans, on n'en parlait nullement. Est-ce que les jeunes sont alertes, veulent régler le problème ou c'est carrément le contraire et ils se ferment les yeux? Ils sont très à même d'être capables d'identifier de l'intimidation. Là où on a un problème, c'est au niveau des témoins. Souvent, les gens vont continuer leur chemin sans dénoncer. Ils vont faire comme si ça n'existait pas. Ça peut être parce qu'ils sont mal à l'aise, ça peut être parce qu'ils ne veulent pas être victimes à leur tour, puis c'est tout à fait comprenable. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, nos victimes ne dénonceront pas. C'est vraiment par l'aide des témoins, en général, qu'on va réussir à identifier des situations d'intimidation. Donc, oui, ils savent ce que c'est. Oui, ils savent que ça existe. Même souvent, quand on va leur en parler, ils nous disent « Ah non, vous n'allez pas encore nous parler d'intimidation. » Et on leur explique « Oui, il faut en parler encore parce qu'il y en a encore. » Puis il y en a beaucoup. Malheureusement, on en fait beaucoup des interventions pour ça. Puis notre but, c'est de diminuer le plus possible le nombre de cas d'intimidation qu'il va y avoir en milieu scolaire. Je vous amène sur un autre point rapidement, la cyber-intimidation avec toutes les bébelles électroniques qu'on retrouve maintenant sur le marché. Ça doit être plus compliqué pour vous, justement, d'identifier les cas d'intimidation parce que c'est complètement différent qu'une intimidation directe. C'est une forme d'intimidation indirecte, la cyber-intimidation. Donc, on utilise un média, que ce soit l'Internet, que ce soit un téléphone cellulaire, la messagerie, pour faire de l'intimidation. C'est sûr que, oui, ça complique le processus, mais ça ne le rend pas impossible au niveau de l'enquête. Dans le fond, on va débuter de la même façon. On va commencer par analyser le dossier, voir est-ce qu'effectivement il y a de l'intimidation, est-ce qu'effectivement c'est criminel, ce type d'intimidation-là. Puis si oui, bien, au besoin, on va faire appel à notre bureau des enquêtes pour faire certain que la personne qui a envoyé le message, la personne qui a communiqué par Facebook ou par Twitter ou par messagerie instantanée, que c'est effectivement la personne auquel l'appareil est relié. Parce que c'est évident que quelqu'un pourrait prendre le téléphone d'une autre personne ou s'inscrire sur le compte de quelqu'un d'autre sur Facebook en connaissant son mot de passe et faire de l'intimidation en son nom. Donc, il faut s'assurer de ça. Il faut être sûr, hors de tout doute raisonnable, que l'auteur de l'intimidation est bien la personne qui est identifiée au niveau de l'Internet ou de la messagerie texte. En terminant, qu'est-ce que vous diriez justement à ceux qui sont victimes d'intimidation et qui auraient peut-être peur ou les témoins qui ne veulent pas s'avancer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à avancer la situation? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne nuit pas à un agresseur, même si c'est un de nos amis, en dénonçant. On vise aussi à aider l'agresseur, parce que l'agresseur, souvent, quand il va
faire de l'intimidation, bien, ça va être lié à des problèmes. Soit qu'il a été lui-même victime d'intimidation, soit qu'il y a des problèmes personnels. Donc, lui aussi, on va l'aider. On n'est pas juste là pour sanctionner. Au niveau de la victime, bien, souvent, cette victime-là, elle manque de voix pour parler. Donc, elle a besoin de quelqu'un pour parler pour elle. Puis même si cette personne-là est trop gênée, elle a trop peur pour porter plainte, bien, elle peut le faire dans l'anonymat. On a un site Internet, www.taxage.ca, où on peut remplir une demande, une plainte, dans le fond, par Internet, anonyme, où les policiers, c'est nous qui les recevons à notre section, Résolution Action préventive de quartier, et on traite la plainte. Donc, même un témoin pourrait dénoncer une situation d'intimidation de façon anonyme, il ne serait pas rencontré. Ce n'est pas parce qu'on dénonce qu'automatiquement non plus on s'en va à la cour, comme je disais, on force personne à s'en aller à la cour. Le but, c'est de dénoncer pour qu'on puisse prendre action. Parfait, c'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais très intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est maintenant l'heure du culturel avec Valérie. Valérie, bonsoir. Bonsoir, Josiane. On débute ça avec concours de photographie ancienne. Oui, la ville de Gatineau, en collaboration avec le Centre régional d'archives de l'Outaouais et la société Pièce sur Pièce, font une invitation à la population de la ville de Gatineau, de l'Outaouais en fait en général, pour participer à un concours de photos sous le thème de la famille. Donc, on vous invite à trouver vos vieux clichés, noir et blanc, des vieilles photos, en fait, et à les envoyer à photo@commercialgatineau.ca. C'est un concours de clichés historiques qui met en vedette des familles de l'Outaouais. Vous êtes invités à envoyer vos photos d'ici le 31 mars 2014 à minuit. Et puis, les participants courent la chance de remporter un des 3 forfaits escapades au Spa Moulin de Wakefield d'une valeur de 350 $. Quand même des beaux prix et tous les détails du concours sont disponibles sur le site web de la ville de Gatineau, le www.gatineau.ca. Donc, à toutes les mamans qui sont comme les miennes, à vos albums photos. On continue ça avec le Festival du film de l'Outaouais qui prend son envol très prochainement. Oui, effectivement, encore de retour cette année au Cinéma Neuf et au Cinéma des Galeries d'Elmer. Du 14 mars au 21 mars 2014, un beau 8 jours de présentation, des documentaires, des films d'animation, des comédies, des auteurs internationaux, des auteurs de l'Outaouais, québécois aussi, une belle panoplie de présentations de courts-métrages et de longs-métrages. Toute l'information est disponible au offestival.com et puis le tarif régulier est à 9 $ et puis le forfait de 6 billets pour 48 $. C'est quand même pas cher pour découvrir des films qui sont quand même des fois plus excellents, on va se le dire, que les blockbusters au cinéma. Définitivement, ça vaut vraiment la peine. Découvrir des scénaristes qui sont parfois peu connus. Une belle ouverture, une belle panoplie de gens à découvrir. On s'en va, l'Orchestre symphonique de Gatineau. Oui! Et dans le fond, avec son prochain spectacle, Requiem de Mozart, à la salle Odyssée de la Maison de la Culture de Gatineau. Près de 200 musiciens, solistes et choristes, les 4 et 5 avril prochains. C'est les musiciens de l'Orchestre symphonique de Gatineau qui vont partager la scène avec 4 solistes de grand calibre, la soprano Stéphanie Piercy-Beams, la mezzo-soprano Julie Nestrala, le ténor Chris Oliveira, et puis le baryton Luc Lalonde, et près de 150 autres choristes pour présenter le concert. Pour présenter le concert, effectivement. Les informations sont disponibles au www.salodyssée.ca ou en composant le 819-243-2525. Je me permets de rajouter, on peut aller sur le site Internet de l'Orchestre symphonique au www.osgatineau.ca ou encore les bureaux de l'Orchestre symphonique au 819-682-2929. On reste dans la musique, mais on change quelque peu de registre avec la Grange de Gatineau. Oui, la Grange de la Gatineau, qui est un petit centre d'événements à Caneclé, ont une série de concerts assez palpitants. Dans le fond, c'est une artiste originaire de la région, Gabriella Hook. C'est une soirée folk pop gypsy jazz qu'on vous offre. Un beau mix, là. Un beau mix. Dans le fond, elle a une voix assez singulière qui est comparable à celle de Fiona Apple pour les amateurs de folk pop gypsy jazz un peu. Regina Spektor et puis Tori Amos aussi. Avec son nouvel album, Gabriella présentera des titres de son album
Build a Storm. Les billets sont en vente sur le site Internet de la Grange au www.grange.ca au coût de 18 $ pour le spectacle uniquement ou de 52,50 pour le forfait souper-spectacle qui comprend 3 services. C'est quand même pas rien. C'est ce samedi 15 mars prochain dès 20h. Et là, quoi faire en Outaouais cette semaine? Dame Nature nous donne un petit répit avec le temps doux qui revient. Des suggestions de ce qu'on peut faire. Des suggestions de ce qu'on peut faire. On peut aller faire une initiation au ski de fond à Duhamel, dans le fond au centre touristique du lac Simon. C'est ce samedi 16 mars, il y a une activité d'initiation au ski de fond en famille. Ceux qui n'ont pas de ski de fond, on peut les louer au sport-échange de Hall ou, une fois rendus dans la petite nation La Lièvre, vous pouvez vous arrêter à l'auberge Couleur de France. Je ne connais pas, puis je tiens à spécifier aussi le Club des Renards Blancs, qui est plus proche de nous. Ils n'ont pas d'initiation, mais si vous avez votre équipement, vous voulez profiter des pistes qui sont encore quand même très excellentes. Et là, on parle la petite dose qui est en moi, sirop d'érable, la cuvée du sorcier. Oui, en fait, je ne savais même pas. Je viens d'apprendre ça récemment. Le club de golf Le Sorcier sur le terrain, il y a une petite érablière. Alors, dans le fond, le restaurant Le Rituel pour la saison propose un menu cabane à sucre un peu hors du commun. Ça met à l'avant le sirop d'érable maison de l'érablière qui se trouve sur le terrain. Il est possible aussi pour vous sur place d'acheter des produits dérivés de l'érable, tels que des pacanes pralinées, du caramel d'érable maison, des oreilles de Chris, bien entendu, et puis une sauce au Jack Daniel et érable. Et après ce copieux repas, on vous invite à aller faire une balade en raquette, en famille, sur le domaine des Trois Roses, qui est aussi sur le terrain du club de golf Le Sorcier. Question de bien faire descendre ce copieux repas. Oui. Et là, on reste dans l'érable, par exemple, en 30 secondes environ. Les soins corporels, on peut avoir des soins avec des produits de l'érable. Oui, au Fermont Montebello, il y a un soin qui s'appelle crème de gommage corporel au sucre d'érable qui est offert tout au long de l'année, mais c'est la période, donc je vous invite fortement à vous informer pour ce soin qui est bénéfique pour votre peau. Et puis, pour toute autre idée d'activité de sortie en Outaouais, vous pouvez visiter le www.tourismeoutaouais.com. Très, très rapidement, je veux juste souligner, c'est le 12 mars prochain à 9h que le salon Mon Bébé ouvre ses portes. C'est un salon virtuel. Oui. On va pouvoir en parler un petit peu plus prochainement lors d'une prochaine chronique, mais je tenais à le mentionner parce qu'il y a plusieurs mamans qui nous écoutent aussi. Et pas besoin de se déplacer de chez nous, c'est dans notre salon. C'est dans notre salon. Vous pouvez vous rendre au www.salonvirtuelmonbébé.com pour toutes les informations. C'est aussi l'endroit de connexion. Donc, merci beaucoup, Valérie. Nouvelle de dernière minute, je vous en parlais en début de bulletin. Philippe Stille-Morin a formellement été accusé de meurtre non prémédité et d'outrage au cadavre sur la personne de Trichy à Boisvert. On recherche son complice, James Boucher. Je vous mets toutes les informations sur le site Internet et la page Facebook. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve jeudi prochain. Merci.